Le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Jonathan Julien, était présent à Baie-Saint-Paul le 9 novembre dernier pour inaugurer la plus récente passerelle cyclo-piétonne de la ville. Accompagné du maire Michael Pilote et de la députée Karianne Bourassa, le ministre est venu couper le ruban inaugural de l'installation longeant la 138. On fait la révision des programmes actuellement là, au ministère, avec Francine Duranceau au Trésor. Ça vient du programme TAPU qui favorise justement la mobilité active, le réseau cyclable. C'est un programme auquel je tiens beaucoup. Premièrement, ça aide les communautés, ça donne bien du sens, on en fait à plusieurs endroits. Ici, je parlais avec Michael. Ça permet premièrement une démarche de mobilité active, mais aussi de la sécurité. On parle des étudiants là, de l'école ici à côté. Alors, j'aime ces projets-là. C'est pas nécessairement un programme que je vais vouloir réduire, bien au contraire. On va regarder ça attentivement, mais je pense que c'est un programme qui a une grande valeur ajoutée pour nos communautés. On le voit ici à Baie-Saint-Paul. On a quand même des routes nationales. On n'a qu'à penser ici à la 138. C'est quand même des routes où la vitesse est assez élevée. Donc, il faut être en mesure de pratiquer le sport cycliste, mais en même temps, d'être en toute sécurité. Donc, je crois que ça allait de soi qu'on puisse avoir des voies cyclables qui sont sécurisées sur le territoire de la ville de Baie-Saint-Paul. Un des défis que la ville avait il y a quelques années, c'était de relier les différents secteurs de Baie-Saint-Paul. Donc, il y a eu quand même de belles avancées pour relier les différents quartiers. Et sur la 138, en tant que telle, il y a quand même une piste cyclable là, qui fait une bonne partie là, du secteur là, ici, là, sur la 138. Questionné sur l'enjeu des contrôleurs routiers et de la sécurité routière sur la 138, le ministre Julien n'a pas souhaité trop s'avancer. Il souligne toutefois vouloir traiter la question dans un avenir rapproché. On regarde le dossier, puis naturellement, j'ai 31 000 km de route au Québec, puis ça fait un peu moins de 2 mois que je suis ministre des Transports. Je ne prétends pas connaître tous les détails, mais j'ai pris connaissance naturellement spécifiquement des enjeux de la 138. On va le regarder attentivement. J'ai eu les notes. Je n'irai pas plus loin parce que je connais maintenant très bien le dossier pour l'avoir lu. Je vais questionner mon ministère. Je pense que les enjeux de sécurité routière doivent être au premier plan dans notre action gouvernementale dans le réseau routier. Quand je dis sécurité routière, c'est oui, on doit faire de la bonification à certains égards, puis après ça, on doit consolider ce qu'on a. Puis je vais toujours le faire avec les ingénieurs puis avec les gens du ministère, avec la notion d'accidentogène et de risque pour la population par rapport à la sécurité routière. J'aurai l'occasion d'en discuter avec vous quand je vais prendre acte de ce qui m'a été écrit, puis j'aurai des discussions avec mes équipes. Ça va me faire plaisir de revenir sur ce dossier-là. La députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré, Karianne Bourassa, nous en dit quant à elle un peu plus au sujet des actions à venir dans le dossier épineux des contrôleurs routiers. On va armer effectivement les contrôleurs routiers. Il y en a certains dans le passé qui avaient des métiers connexes et qui avaient déjà une formation avec le port d'armes. Ceux-là vont être formés en priorité et dans quelques temps vont pouvoir patrouiller. Entre-temps, on parle de patrouilles mixtes, donc il va y avoir des contrôleurs avec des policiers pour pouvoir justement faire des interpellations. Et à côté de ça, vous savez que nous, on travaillait avec la SAAQ pour trouver un terrain pour justement l'ère des contrôleurs routiers. Je ne vais pas faire d'annonce avant d'avoir toutes les confirmations, mais il y a des terrains qui ont été proposés, il y a des discussions, donc ça aussi, c'est un dossier qui avance pour avoir un poste officiel. Le volet charlevoisien du projet éolien des Neiges est toujours en attente des autorisations ministérielles pour amorcer le chantier. Pour en parler, on reçoit aujourd'hui Michel Villeneuve, responsable des relations avec le milieu chez Boralex. Monsieur Villeneuve, bonjour. Bonjour. Merci d'abord d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait grand plaisir. Pouvez-vous juste nous mettre en contexte à propos du projet des Neiges, son volet charlevoisien? Qu'est-ce qu'on attend exactement? Bien, présentement, on est en processus d'attendre la réponse du ministère par rapport aux audiences du BAP. Il y a l'analyse qui va être faite par le ministère de l'Environnement qui va faire une recommandation au cabinet du ministre. Donc, pour l'instant, on a franchi l'étape du BAP, on a reçu les recommandations et là, tout ça est en processus d'analyse en vue ou pas d'une approbation du projet là, qui sera fait par le cabinet du ministre. Pour remémorer là, à nos auditeurs et nos auditrices,
De quoi on parle quand on parle du projet éolien des Neiges? Des Neiges, en fait, s'inscrit dans un portfolio de 3 projets potentiels. Présentement, on a la première phase qui est des Neiges Sud, qui en fait se trouve derrière Saint-Féréol-les-Neiges. Les 3 projets, soit Sud, Charlevoix, éventuellement Ouest, sont tous 3 des projets de 400 MW. Donc, au final, ça sera un parc éolien de 1200 MW qui va être, en fait, là, le plus gros parc éolien au Québec là, à ce moment-là dans l'histoire de l'éolien. Mm-hmm. Quand on parle de mégawatts, ça peut être un peu flou là, pour les gens. De quoi on parle? Est-ce qu'on a des chiffres en termes de foyers, admettons? Combien ça peut alimenter de foyers? J'ai pas les chiffres exacts, mais si je prends l'exemple d'Apuiat sur la Côte-Nord qu'on a mis en service la semaine dernière, pour 200 mégawatts, on parle de 34 000 foyers. Donc, si on multiplie par 2, on peut parler peut-être de 65 000, 70 000 foyers, mais ça reste toujours variable. C'est un calcul qu'on fait, mais ça reste une règle du pouce. Là. C'est pas, Juste pour donner un exemple, 1200 mégawatts, c'est presque la production de la centrale La Romaine qui est à 1500 mégawatts. Le complexe La Romaine qui est à 1500 mégawatts. Mm-hmm. Donc, 4 projets d'environ 400 mégawatts chacun. 3. 3, oui, excusez-moi. 3 projets. 3 projets d'environ 400 watts pour un total d'environ 1200. 1200 mégawatts. 1200 Mais pour Charlevoix, on parle de la phase, on pourrait dire 2, d'un 400 mégawatts, un parc de 400 mégawatts. Mm-hmm. Donc là, vous êtes en attente des décisions ministérielles avant d'amorcer concrètement le projet. Mais là, la semaine dernière, vous avez annoncé une activité de maillage dans la région. Ça a créé un peu de confusion. Évidemment que tant qu'on n'a pas de décret, il n'y a pas de projet. Donc, et il est possible que le ministre nous refuse notre décret. C'est simplement que dans le cas où on l'a, la construction va démarrer sur des chapeaux de roue. Puis comme on veut maximiser les retombées économiques locales, bien, c'est important pour nous de rencontrer toute la classe économique locale pour expliquer un peu c'est quoi le projet, s'il y en a un. Bien, ce sera quoi le projet, ce sera quoi les besoins, juste pour que les entreprises de la région, dans l'éventualité où on obtiendrait un décret, puissent être au rendez-vous puis puissent profiter des retombées économiques. Donc, la raison est pas autre que ça. Parce qu'on n'a pas d'indication présentement qu'on va avoir un décret, on ne le sait pas. On va le savoir en même temps ou presque tout le monde. Oui, donc c'est pas un signe que le début s'en viendrait bientôt. C'est vraiment parce qu'il faut optimiser le temps qu'on a pour être capable... Parce que quand un projet de cette ampleur-là démarre, ça part. Là. Fait que, si on obtient le décret, on fait un scénario hypothétique. Advenant qu'on aurait un décret en 2025, aux alentours de décembre, bien, la construction va débuter en janvier. Là. Donc, il faut... Pour que ça débute en janvier, il faut qu'il y ait eu des appels d'offres, il faut qu'il y ait eu... Donc, avec des entrepreneurs. Donc, c'est pour ça qu'on veut le faire, qu'on ait le décret ou qu'on ne l'ait pas. Puis, évidemment, on avise les gens qu'on va rencontrer économiquement. On leur dit, tout ça... C'est peut-être que vous venez pour rien, OK? Dans le sens où tout ça dépend à savoir si on va avoir un décret ou si on n'en aura pas. Donc, les gens qui viendront seront conscients aussi de ça. Là. Oui, puis pour mettre en contexte, cet événement-là aura lieu le 25 novembre, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Et est organisé en partenariat avec la Chambre de commerce. En fait, c'est qu'on a demandé l'aide de la Chambre de commerce qui connaissent la faune économique mieux que nous. Et en réalité, l'activité est organisée avec Boralex et l'entrepreneur qui est ciblé à être sur le contrat. Tu sais, on est dans la conditionnelle, là, dans tout ce que je vous dis là. Donc, c'est vraiment une activité où est-ce qu'on va dire, bien, écoutez, pour construire un parc éolien, on va avoir besoin, par exemple, on va y avoir de services de grutier, on va avoir besoin de compagnies d'électricité, on va avoir besoin de transport lourd, toutes sortes d'activités dans lesquelles... Puis, on sait que beaucoup d'entreprises de la région vont être en mesure d'offrir ces services-là. Puis pour le projet aussi, c'est plus rentable d'avoir des gens localement parce qu'évidemment, la facture, normalement, est un peu moins élevée. Mm-hmm. Là, on parle de services de main-d'œuvre, mais laisse-moi aller du côté matériaux. Ouais. On en a vu passer des mâts et des pièces d'éoliennes sur les routes. Puis il y a quelques semaines, près d'un mois ou un peu plus, on a appris qu'une bonne
proportion quand même des mâts d'éoliennes qui arrivaient pour l'autre volet du projet étaient faits d'acier chinois. Ouais. Ça a fait beaucoup de bruit dans les médias puis dans la région aussi, par peur que ça pourrait être ça la solution qui soit amenée pour le projet Charlevoixien. Est-ce qu'il y a une volonté ou un certain pourcentage réglementaire pour que ce soit des produits, des matériaux québécois ou canadiens? Présentement, dans la législation, il n'y a pas ces obligations-là. Par contre, nous, sur le projet Sud, ce qu'il faut se rappeler, puis qui a été moins mis en lumière dans toute l'information, c'est qu'on a quand même 17 tours qui vont être fabriqués chez Marmen. Et ça, c'est une Boralex, le projet, qui a demandé aux turbiniers d'intégrer cette production québécoise-là. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Québec, on n'a pas de fabricants d'éoliennes. On a des gens qui fabriquent des tours, comme Marmen, des composantes, mais il y a un turbinier, c'est un peu comme, je dirais, un exemple de la voiture. Toyota, bien, va s'approvisionner en pièces un peu partout pour livrer un véhicule. Bien, c'est la même chose avec une éolienne, dans le fond. Nous, on achète une éolienne à un fabricant d'éoliennes. Donc, c'est lui qui s'approvisionne dans les ententes commerciales où est-ce que tout ça rentre dans un certain contexte économique. Donc, nous, malgré ça, on a ajouté, on a fait des... le turbinier n'était pas obligé de le faire, mais vu notre demande, il l'a fait. Donc, c'est des mécanismes qui vont se répéter d'un projet à l'autre, évidemment. Donc, est-ce que ça veut dire que les mâts qui vont servir au volet charlevoisien du projet proviendront probablement du même endroit, c'est-à-dire d'un acier qui... Pour l'instant, on n'a pas de contrat de signé avec un turbinier. Donc, on est en train de discuter avec différents turbiniers. Comment tout ça va se faire, c'est encore à déterminer. Mais reste qu'on l'a démontré avec Sud, on a une volonté. Nous, comme promoteurs, on a une volonté d'intégrer la production québécoise de l'éolien. Donc, je peux pas dire en détail comment ça sera fait, mais par l'exemple de Sud, où on a intégré, dans le fond, une production québécoise, on peut fortement penser qu'on va faire la même chose dans nos autres phases de projet. Bon, je vous amène ailleurs maintenant. On ne peut pas vraiment parler de ce projet-là sans parler non plus du rapport du BAP qui a été déposé en mai dernier, si je ne me trompe pas, et qui lève certaines inquiétudes, notamment par rapport à certaines populations animalières, dont les caribous forestiers. Est-ce qu'il y a des adaptations qui ont été faites de votre côté suite aux recommandations du BAP? On a retiré une position d'éolienne, déjà qui était dans l'aire de répartition. Dépendamment de ce qui va être dit dans le BAP, on verra qu'est-ce qui sera fait pour ajuster le projet parce que tout ça est encore en analyse, en évaluation. Donc, évidemment, on est conscient qu'on est dans un milieu sensible. Il faut toujours se rappeler aussi qu'on est dans un milieu qui est déjà perturbé d'activité. Donc, on s'ajoute à ça. Tout ça pour dire que concernant le caribou, évidemment, on est en attente là, de voir qu'est-ce qui va être dans le décret, qu'est-ce qui va nous être. Est-ce qu'on va l'avoir? Il ne faut jamais l'oublier, mais ensuite de ça, on ne sait pas encore ce qui sera dit par rapport à des variables comme le caribou, exemple. Oui, juste sur l'argument du fait que vous êtes déjà dans un environnement déjà perturbé, il faut quand même mentionner que le BAP le prend en compte, mais dit quand même que même si l'environnement est déjà perturbé, un tel projet pourrait tout de même venir... Évidemment qu'un projet, oui, effectivement, puis c'est là qu'on verra qu'est-ce qu'on met en place. Parce qu'il y a des solutions, qu'est-ce qu'on peut faire pour amoindrir tout ça. Parce qu'au final, le projet va être fait de manière à ce qu'on ait un bon projet pour le milieu, pour la nature, pour l'environnement qui est autour du projet. Puis évidemment, bien, il faut prendre en compte que tout ça, il y a aussi l'intérêt du contrat qu'on a avec Hydro-Québec. Donc tout ça doit s'arrimer ensemble. Mais au final, c'est dans notre volonté de faire le meilleur des projets pour qu'on puisse participer. C'est ça qu'il ne faut jamais perdre de vue. Il faut pouvoir participer à la transition énergétique. Il ne faut pas perdre cet enjeu-là de vue parce que ce qu'ils essaient de faire présentement avec la transition énergétique, c'est de remplacer de l'énergie polluante dans les industries pour la remplacer par de l'énergie qu'on dit
plus propre, parce qu'évidemment, il n'y a pas aucun modèle de production d'énergie qui a zéro impact sur la nature, mais on est présentement dans une ère de changement, puis ça, moi, comme employé de ce projet-là, je suis très fier de participer à ça. Donc, si je comprends bien, le défi ici, ça reste encore un peu de peser de balancer entre la participation à l'effort, on va dire, de décarbonation de l'énergie, toutefois sans essayer de trop endommager la biodiversité dans laquelle on s'inscrit. Exact, mais tu sais, on ne parle pas de barrage hydroélectrique, là. Tu sais, au final de ça, un parc éolien, évidemment, on ne peut pas dire que ça n'a pas d'impact. Ça, personne ne peut le dire. Mais ça reste un des modes de production d'énergie présentement qui, je pense, trouve un équilibre, surtout par le fait que les machines d'aujourd'hui sont beaucoup plus performantes, ce qui nous permet d'arriver à une production d'énergie avec moins d'éoliennes qui deviennent intéressantes. Puis c'est des projets qui peuvent se déployer beaucoup plus rapidement. Donc, la crise climatique, les changements climatiques, toutes ces choses-là, c'est quelque chose qui s'accélère. Donc, c'est une solution qui s'implante beaucoup plus facilement. Mais bon, quand tout ça est dit, il reste que la mission qu'on se donne, nous comme entreprise, nous comme projet, ce sera toujours de faire le maximum pour limiter notre impact. Fait évidemment que, dépendamment de ce qui sortira dans le décret, s'il est accepté, on donnera suite à ça et on sera là pour travailler là, avec toutes les autorités pour qu'on arrive à un projet qui soit acceptable. Donc là, d'ici là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est attendre de voir la décision ministérielle. Je vous dirais qu'il y a beaucoup de gens présentement qui ont bien hâte de savoir qu'est-ce qui va sortir de ça. Évidemment, ça mobilise beaucoup de gens, un projet aussi ambitieux. Mais oui, présentement, la seule chose qu'on peut faire, là, nous, présentement, c'est d'attendre. Évidemment, si on a des questions, de collaborer, d'être transparent, de fournir l'information. Puis, entre-temps, bien, quand on aura la décision, on pourra voir qu'est-ce qui va se passer avec ce projet-là. Bien, M. Villeneuve, merci beaucoup d'être venu ici puis d'avoir justement partagé tout ça, de nous avoir éclairé un peu sur la situation. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Le 7 novembre dernier avait lieu la cérémonie d'assermentation des nouveaux élus du Conseil de ville de Baie-Saint-Paul. Réunis dans la salle de l'Hôtel de Ville, plusieurs membres de la communauté étaient venus assister à l'assermentation de Jean-François Ménard et de Gaston Duchesne, deux conseillers sortants dont le poste avait été soumis au processus électoral. L'événement permit également aux élus de la ville de s'exprimer sur le travail qu'ils et elles souhaitent accomplir au cours du prochain mandat. Je suis aussi le président du conseil d'administration de Maison-Mère. C'est sûr et certain que c'est le maire qui a la prérogative à dire est-ce que tu veux continuer ce dossier-là ou comme j'ai aussi le dossier de l'Aréna, pas de l'Aréna, mais de la bibliothèque. C'est de voir avec lui comment ça va se dérouler, mais j'aimerais bien, gros, là, pouvoir conserver mon rôle à Maison-Mère, puis pouvoir le faire évoluer encore. On est rendu justement à le faire évoluer. On a bien fait en sorte que les budgets soient maintenant à l'encre noire. Ça veut dire qu'on a arrêté les déficits. On sait vers quoi on veut s'en aller, mais on est à faire un plan d'action. Alors, pour les prochaines années, on voudrait commencer à travailler un plan d'action en janvier 2026. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter cette année aux élections? Ah, bien, écoute, c'est une grosse réflexion, en fait, là, que j'ai fait quand même assez rapidement. Mais circonstances de la vie ont fait que j'ai choisi quelque chose qui me plaisait vraiment puis qui faisait de moi quelqu'un qui peut s'accomplir pour sa communauté. Comment entrevoyez-vous votre prochain mandat?
Bien, écoute, je prends connaissance des dossiers. Là. Je sais qu'il y a quelques citoyens déjà qui m'ont approché. Je suis pour parler avec Gilles pour voir où est-ce que c'est rendu. Puis, tu sais, là, je constate aussi que mon collègue Xavier, avec qui malheureusement je ne partagerai pas la table, là, mais qui m'a laissé quand même un district qui était très bien parti, très en santé, avec encore des petits enjeux à finir de régler, que je compte régler quand même assez rapidement si on est capable avec la fonction publique. Mais il y a plusieurs dossiers qui avancent, qui sont déjà très avancés. Pour M. Gaston Duchesne, cette cérémonie d'assermentation était sa 7e, faisant de lui le doyen du Conseil. Il note d'ailleurs une grande évolution de la politique municipale depuis sa première élection en 1984. On parle d'évolution tant au niveau des budgets, au niveau des loisirs, au niveau de la voirie, au niveau de la législation du gouvernement. Tout a été changé, à modifié, puis de façon importante. On donne aux municipalités présentement beaucoup de mandats, alors qu'antécédemment, ils ne leur appartenaient pas. Entre autres, la gestion des matières résiduelles, l'environnement, les plans d'eau, etc. Donc, c'est important pour nous d'être là avec rigueur. M. Bernard Bouliane, qui devait également être assermenté lors de cette cérémonie, l'a plutôt été en journée et par visioconférence. Le nouveau conseiller du district 2 se trouvait hors du pays au moment de l'assermentation officielle. Lui qui avait émis de vives critiques envers son adversaire et figure appréciée du conseil municipal, M. Michel Fizette au cours de la campagne, devrait tout de même bien s'intégrer au conseil municipal, croit le maire pilote. On est un conseil, donc on doit gouverner par consensus, on doit y aller également en majorité, donc je suis convaincu que le tout va bien se dérouler. Il se passe des choses lorsqu'on est en campagne électorale, qui est un volet plus partisan de la politique. Là, on arrive avec différentes idées, on fait le porte-à-porte, on fait les différentes rencontres avec les citoyens, on arrive avec un bilan, mais lorsqu'on arrive à la table du conseil, des fois c'est autre, des fois on gouverne vraiment là, avec des recommandations de différents fonctionnaires de l'organisation. Il y a des discussions entre les membres du conseil, donc vous comprendrez que on ne gouvernera pas ce soir à la caméra, mais au courant des prochaines semaines, des prochains mois, là, les différents points que les membres du conseil ont eus lors de la campagne électorale seront ramenés au conseil. Il y a une vision stratégique également, une vision collective commune qui sera à dégager pour s'assurer qu'on puisse gouverner la ville pour les 4 prochaines années. La période électorale étant désormais terminée, M. Pilote contemple déjà le retour du conseil pour un mandat qu'il veut ancrer dans la continuité. C'est clair qu'on devra continuer dans différents dossiers auxquels on a commencé. Comme je le mentionnais, il y a déjà plusieurs membres du conseil qui ont été réélus. Il y avait des discussions avant la dissolution de l'ancien conseil. Donc, c'est clair qu'on va continuer dans les mandats auxquels on avait débuté. On n'a qu'à penser aux habitations de la lumière, les mini-maisons, le pavage du réseau routier, la maison mère. Donc, il y aura quand même une continuation. Est-ce qu'il y aura des nouvelles choses? Bien évidemment, mais on pense quand même que plusieurs dossiers devront être consolidés au courant des prochaines années.